Personne ne se marie avec une fille ronde, monsieur, mais je sais cuisiner, dit timidement la jeune mariée. La réponse de l'éleveur allait changer sa vie. Territoire du Wyoming, décembre 1879. Le vent mordait les bords usés de Powder Creek, une ville cousue de courage et de désespoir. La neige tourbillonnait paresseusement sur l'herbe sèche et les clôtures grinçantes, s'accumulant lourdement sur les toits et les épaules des hommes. C'était le genre d'hiver qui transformait la respiration en glace et les hommes en fantômes. Les chevaux soufflaient de la vapeur et les fusils étaient glissés sous les manteaux comme des promesses à tenir. Dans une petite cabane au bord de la ville, où la terre descendait vers le ruisseau gelé, une femme se tenait seule près d'un poêle à bois. Edith Mayburn, 27 ans, remuait un ragoût de lapin avec des mains calleuses. L'odeur du thym et du bouillon emplissait l'espace étroit, chassant le silence qui était devenu son seul compagnon constant. Elle vivait seule depuis presque 5 ans, depuis qu'elle avait quitté l'orphelinat, où elle avait appris à cuire, bouillir et saler, dans la cuisine qui la protégeait du froid et des paroles cruelles. À Powder Creek, on murmurait son nom, si l'on en parlait seulement. La fille ronde de la cabane, disait-on, gentille de cœur, mal fichue, les enfants se moquaient. Les commerçants lui donnaient les morceaux les moins bons. Elle souriait malgré tout, échangeait son pain contre des boutons et des herbes séchées, et se tenait à l'écart. Ce matin-là, le froid était plus vif que d'habitude. Edith resserra son châle et se pencha vers le feu lorsqu'elle entendit frapper à la porte. 3 coups durs, ni hésitants ni polis. Le genre de frappe d'un homme qui ne répète pas. Elle hésita, s'essuya les mains et ouvrit. Devant elle, un homme enveloppé dans un épais manteau de laine, la neige collée à ses bottes et au bord de son chapeau. Son visage était à demi ombré, mais ses yeux perçants observaient la cabane, la chaleur derrière elle, et Edith elle-même. Il retira lentement son chapeau, révélant des cheveux sombres parsemés de gris aux tempes. « Vous êtes Edith Mayburn » demanda-t-il, la voix basse, teintée de fatigue. « Oui » répondit-elle, incertaine. « Puis-je vous aider » L'homme hocha la tête une fois. « Je m'appelle Coulter Grady. Je dirige le ranch Grady à l'ouest d'ici. J'ai perdu mon cuisinier il y a 2 jours, malade. Les hommes ont faim et sont incapables de travailler sans nourriture. » Il fit une pause. « On m'a dit que vous savez cuisiner. » La bouche d'Edith se dessécha. Elle regarda le pot qui bouillonnait derrière elle, puis l'étranger. Son manteau était couvert de sel de piste, ses mains grandes et rugueuses, capables de dompter un cheval sauvage ou d'ensevelir un homme sans effort. « Je sais, » répondit-elle prudemment. Il inclina la tête. « Vous cuisinez pour 20 hommes de ranch. » Son souffle se bloqua. 20 ? Elle n'avait jamais cuisiné pour plus de 6 à l'orphelinat. Son cœur battait à tout rompre. Elle regarda au-delà de lui, vers les plaines enneigées, puis baissa les yeux vers elle-même. Dans le reflet courbé de la louche en étain pendue près de la porte, elle vit ce que les autres voyaient. Joues rondes, bras pleins, hanches larges, un corps façonné par les sacs de farine et les marmites lourdes plutôt que par les corsets ou la cour. Une douleur tordue monta dans sa poitrine. Les années de paroles cruelles remontaient comme des bleus sous sa peau. Elle croisa son regard, puis détourna vite les yeux. « Personne ne se marie avec une fille ronde, monsieur, » murmura-t-elle, la voix à peine soutenue. « Mais je sais cuisiner. » Les mots restèrent suspendus dans l'air glacé, nus et tremblants. Elle s'attendait à ce qu'il tourne les talons, à un rire moqueur ou une excuse sèche, mais Coulter Grady ne bougea pas. Il la regardait, pas à travers elle, pas au-delà, mais elle. Puis il dit doucement, « Je n'engage pas une épouse, Miss Mayburn. Je cherche quelqu'un qui sait nourrir un homme d'une façon qui lui rappelle que la vie vaut encore la peine d'être vécue. » Edith cligna des yeux. Ses mains, encore farinées des biscuits préparés plus tôt, tremblaient légèrement. Elle ne savait que répondre. Coulter remit son chapeau, hocha la tête et tourna les talons. « Je reviendrai à l'aube, » dit-il par-dessus son épaule, « si vous êtes volontaire. » Il partit dans la neige, laissant Edith dans l'encadrement de la porte, la chaleur du foyer n'atteignant guère plus que le cadre. Mais quelque chose d'autre demeurait, ces mots, lourds et sincères. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait pas invisible. Elle se sentait vue. À l'aube sur le ranch Grady, le ciel de fer et le vent glacial pressaient la terre comme une couverture de laine trempée de glace. La neige avait laissé un voile mince sur les toits et les clôtures. La fumée des cheminées du dortoir s'élevait en volute dans le ciel gris.
Edith Méburn s'assit à l'arrière de la charrette, mains posées sur les genoux, cœur battant comme un tambour de guerre. Le conducteur, un jeune rancher nommé Will, n'avait guère parlé. Il l'avait seulement aidé à charger sa valise, jeté un coup d'œil et murmuré « J'espère que vous n'êtes pas trop fragile pour le ranch Grady ». Quand la charrette s'arrêta, Edith descendit dans un monde qui semblait ne pas vouloir d'elle. Le ranch s'étendait largement, 3 granges, un enclos plein de bétail, un dortoir bas et la maison principale, imposante à l'horizon comme si elle possédait la terre et tout ce qui respirait dessus. Tout ici avait été construit par des mains fortes et des années de travail. Et toutes ces mains fortes la regardaient maintenant. Les cow-boys étaient regroupés par petits groupes, bras croisés, appuyés au poteau ou suspendant leur outil juste pour la fixer. Leurs visages étaient durs, brûlés par le vent et le froid. Certains chuchotaient, d'autres riaient. Edith, elle, ne fléchit pas. Elle ne courut pas. Elle garda la tête haute et se dirigea vers la cuisine sans un mot. Ses bottes crissaient dans la neige, son manteau battait sur ses côtés, les murmures ne lui arrachant aucune réaction. À l'intérieur, la cuisine était froide, le feu éteint depuis longtemps. Edith se mouvait comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit, ouvrant les placards, vérifiant les provisions, traînant des bûches vers l'âtre, frappant la pierre pour ranimer les flammes. Ses mains, habituée aux années passées à l'orphelinat et devant son propre foyer, travaillait sans peur. Elle déballa ses couteaux, ses épices et sa poêle en fonte. Au lever du soleil suivant, l'air était empli de l'odeur du maïs grillé, du piment écrasé et du beurre fondant sur la pierre chaude. Elle s'était levée avant l'aube et avait mis son plan à exécution. Du pain de maïs, mais pas n'importe lequel. Son plat signature, des galettes épicées de maïs, dorées à l'extérieur, moelleuses à l'intérieur, servies avec une sauce épaisse à la crème parsemée de poivre fumé et d'une touche de muscade. 20 assiettes disposées avec grâce. La cloche du dortoir retentit. Des bottes martelèrent le sol. Les cow-boys se pressèrent dans la salle à manger, riant et bâillant. Puis ils sentirent l'odeur. Le silence tomba. Un à un, ils prirent leurs assiettes, personne ne parla, même ceux qui s'étaient moqués la veille. Edith resta derrière la table, main dans le dos, observant sans cligner. La mastication ralentit, les têtes s'inclinèrent, les yeux s'agrandirent. Personne ne dit rien jusqu'à ce qu'un homme, celui qui avait fait la blague la plus bruyante sur son poids, revienne, assiette vide en main. Il se tint là un instant, gêné. Puis, sans la regarder dans les yeux, il tendit de nouveau son assiette. Edith prit l'assiette silencieusement et lui servit une autre portion. Toujours aucun mot, mais en s'éloignant, elle vit un léger rictus au coin de sa bouche. Dehors, le ciel était encore gris, mais dans la cuisine, quelque chose de plus chaud avait commencé à croître. La première semaine passa dans un flou de matins glacés et de longues nuits à la lampe à huile. Edith se levait avant les coqs, souvent avant que la lune ne disparaisse, et ne se reposait que lorsque chaque pot était nettoyé et que les braises de l'âtre rougissaient. Mais elle faisait plus que cuisiner. Elle observait, écoutait, remarquait. Jed, le grand maigre au nez crochu, n'aimait pas les oignons dans son ragoût. Amos, le frêle qui parlait rarement, se frottait toujours le poignet en mangeant. Elle comprit vite qu'il était allergique au poivre. Et le petit Sam, à peine âgé de 16 ans, se glissait toujours dans. Après minuit, dans la cuisine, elle laissait parfois 2 biscuits enveloppés dans un chiffon sur le bord du comptoir, convaincue que personne ne la voyait. Il ne disait jamais merci, mais chaque matin, la serviette revenait pliée soigneusement. Chaque homme avait son histoire dans le silence, et Edith y prêtait attention. Peu à peu, les taquineries s'éteignirent, les plaisanteries se firent rares, remplacées par de petits gestes comme des fleurs dans le désert. Une fleur de bouton d'or sur le rebord, une cuillère en bois sculpté, rugueuse mais sincère, ou une charnière grinçante réparée sur la porte de la réserve. Personne ne s'excusait pour son comportement passé, mais cela n'était pas nécessaire. Edith savait lire le langage de la gentillesse silencieuse, même chez ceux qui vivaient par les armes et le bétail. Coulter Grady, lui, parlait peu. Il mangeait toujours dernier, mais une fois le dîner terminé, tandis que les autres partaient aux granges ou au baraquement, il restait pour laver la vaisselle. Une fois, Edith avait voulu l'arrêter. « Vous êtes le patron, vous n'êtes pas obligé », avait-elle murmuré. « Je sais ce que je fais », avait-il interrompu, d'une voix basse, mais pas dure. « Vous l'avez nourri, je nettoie derrière lui. » Et c'était tout. Il ne parlait guère, mais Edith commençait à sentir le rythme de sa présence, calme, stable, indéfectible. Quand il lui tendait une serviette ou empilait les casseroles avec soin,
Elle sentait une étrange émotion s'installer entre eux. Puis vint la tempête, soufflant du nord avec la fureur d'un dieu offensé, arrachant les portes de la grange et semant la panique parmi le bétail. Edith resta dans la cuisine, verrouillant les volets et ravivant le feu. La neige frappait les fenêtres comme des poings. Alors elle entendit ce son à peine plus fort que le vent, la voix d'un enfant. Elle se précipita dans la tempête, le trouva, frêle, vêtu seulement d'une chemise mince et de mocassins déchirés, et le ramena au chaud. Coulter arriva, silencieux, observant la scène, puis l'aida à raviver le feu. Aucun mot de plus ne fut échangé cette nuit-là, mais Edith vit pour la première fois un homme capable de rester malgré la tempête. Le matin, le calme revenu, le garçon fut confié à une famille Lakota voisine. Edith resta seule, les mains autour d'une tasse de thé tiède, lorsque Coulter entra sans bruit, posa une couverture sur ses épaules, simple geste empreint de chaleur et de soin. Petit à petit, des changements subtils apparurent. Coulter l'aidait à transporter l'eau, elle glissait dans la boue et riait en tombant dans la neige, et lui, pour la première fois, souriait avec une lueur de douceur. Mais ce n'était pas que des tâches partagées ou des regards. C'était l'effet qu'il avait sur elle, la manière dont son cœur se serrait lorsqu'il la regardait, et l'espoir silencieux qu'il reste juste un instant de plus. Cette nuit-là, toujours sous la neige, Coulter lui apporta un carnet en cuir ayant appartenu à sa mère, avec des recettes et des souvenirs. Il lui dit doucement, « L'amour ne vient pas des yeux, il vient de ce qui reste après le repas. » Edith accepta le carnet, émue, et pour la première fois, ils commencèrent à trouver des mots l'un pour l'autre. Le printemps vint lentement, la neige fondant et laissant place à la vie. La rumeur se répandit. Le patron restait tard pour aider la cuisinière, et elle ne se contentait pas de faire de simples biscuits. Puis arriva Caroline, en calèche, les bottes impeccables, le regard froid, un rappel de son passé, et du monde extérieur qui guettait encore Grady Ranch. Edith l'aperçut pour la première fois un dimanche après-midi, debout sur les marches de l'église, vêtue d'une robe en velours vert qui semblait venue d'un autre monde. Caroline parcourut du regard les visages qui sortaient de la chapelle jusqu'à tomber sur Edith. Elle lui adressa un sourire, mais pas un sourire chaleureux. Pas du tout. Le lendemain, Caroline arriva au ranch Grady sans prévenir. Elle descendit de cheval comme si elle possédait la terre, saluant les ouvriers qui suspendirent leur travail pour la regarder. Coulter l'accueillit sur le porche, les bras croisés. Le silence régnait, lourd et tendu. Puis Caroline se dirigea vers la cuisine. Edith venait de sortir une tarte du four. Leurs regards se croisèrent. Caroline l'examina lentement, comme une couturière mesure un sac. « Alors c'est elle que tu as choisie » dit-elle assez fort pour que les ouvriers entendent. « Je suppose que quand la fierté d'un homme se brise, il se tourne vers le réconfort. » Edith ne répondit pas. Ses mains s'agrippèrent au comptoir. Son cœur battait comme un marteau dans sa poitrine. « Tu sais comment il t'appelle en ville. » Le sourire de Caroline s'élargit, le cochon du foyer. Un cochon en tablier. Des rires s'élevèrent de l'extérieur. Edith ne savait pas si c'était pour elle, mais peu importait. Elle se détourna et s'enfuit par la porte arrière, jusqu'à atteindre l'isière des bois où la neige subsistait en plaques. Elle s'effondra près d'une souche, tremblante, la respiration bloquée comme un sanglot qui refuse de venir. Elle avait essayé. Elle avait été gentille, discrète, travailleuse. Et pourtant, cela ne suffisait pas. Peut-être que cela ne suffirait jamais. Elle n'entendit pas les pas qui approchaient. Edith. Elle se retourna. Coulter se tenait là, le visage sombre, chargé de quelque chose de proche de la colère. Elle essuya ses joues. « Je devrais partir » murmura-t-elle. « Je ne vaux pas tout ce désordre. » Il secoua la tête. « Tu crois que je me soucie de ce qu'elle dit ?»« Elle est belle, » dit Edith amèrement. « Tu l'as aimée autrefois. »« Je pensais que oui, » répondit-il. « Avant que je sache la différence entre être désiré et être utilisé. » Il passa près d'elle et se dirigea vers la maison du ranch. Elle le suivit, moitié par crainte, moitié par admiration. Il entra dans la cour où la moitié des ouvriers s'étaient rassemblés près de la grange, Caroline y restant comme si elle n'avait jamais été chassée. Coulter s'arrêta au centre de la cour, la voix ferme mais calme. « Caroline, tu m'as quitté parce que je n'avais pas assez d'argent. Edith est restée parce qu'elle a assez de cœur. » Un murmure parcourut l'assemblée. Il regarda autour de lui, les yeux féroces. Tout homme ici qui se moque de la femme qui l'a nourri pendant des mois peut aller chercher un autre endroit où travailler. Silence.
Même Caroline s'immobilisa. Coulter se tourna vers Edith. Devant tous, il ôta son chapeau, s'approcha et dit « Tu veux partir, Edith ? Je ne t'en empêcherai pas. Mais si tu restes, sache que c'est moi qui te choisis. Pas par pitié, pas pour ce que tu cuisines, mais parce que tu es la seule qui m'ait regardé et vu l'homme que je pouvais être. » Son souffle se bloqua. Les larmes revinrent, mais pas de honte. Derrière elle, le ranch demeurait silencieux. Le printemps suivant amena une menace plus grande, une épidémie. Tout commença par un jeune ouvrier qui s'effondra après le petit déjeuner, tremblant et fiévreux. 2 autres tombèrent malades avant le coucher du soleil. Au matin, la moitié de la maison commune gémissait, la sueur perlait sur leur front. Le médecin de Powder Creek vint une fois, repartit 2 fois plus vite, mauvaise viande, probablement du dernier convoi de Dunlow Ridge. Ça se propage vite. Hydratez-les. Priez qu'ils tiennent. La frontière offrait peu de prières, mais il y avait Edith. Elle retroussa ses manches, se couvrit la bouche d'un chiffon et alluma tous les feux de la cuisine. 3 nuits sans sommeil, sans pause. Elle prépara de la bouillie d'avoine, mélangea du charbon en poudre dans de l'eau tonique, suivit les conseils d'une femme Lakota vivant en amont. Bouillir de l'écorce de saule, utiliser du yarrow, préparer du thé de sauge et de bouleau. Edith notait les recettes d'une main tremblante, son tablier taché de bouillon et de sueur. Coulter l'aida quand il le pouvait, portant des seaux, nettoyant des pots de chambre, soutenant les malades. Mais la cuisine, le cœur de tout cela, restait son domaine. Au 4e soir, épuisée, elle tomba au sol, le souffle court, la vision floue. Lorsqu'elle se réveilla, la lumière était douce. Un kilt remontait jusqu'au menton, le feu faible, et Coulter assis près d'elle. Il semblait fatigué, mais quelque chose de plus doux brillait dans ses yeux. « Tu l'as sauvé » murmura-t-il. « Tout le monde. » Elle trembla. « Je n'ai pas pu faire plus. »« Tu as tout fait. » Il saisit sa main, ses doigts calleux entourant les siens. « J'ai regardé ton courage, ta persévérance pour ceux qui se moquaient de toi, pour ce ranch ingrat, pour moi, qui ai mis trop de temps à dire merci. » Elle ferma les yeux, incapable de parler. Dans le silence, quelque chose de plus fort que la fièvre passa entre eux. À la mi-été, le ranch retrouva son rythme, les sabots frappant la terre, les marteaux résonnant sur les murs de la grange, les rires s'élevant comme de la fumée, et Edith marchait à nouveau. La force revenait lentement, mais chaque jour elle avançait plus assurée. Les ouvriers la saluaient timidement, certains lui offraient des cadeaux. Mais ce fut le tablier offert qui la laissa sans voix. Un verre profond, avec des inscriptions soigneusement brodées, signées par tous les ouvriers. Elle le pressa contre sa poitrine, se sentant enfin non seulement vue, mais désirée. Le soir, avant le coucher du soleil, Coulter la conduisit sur la colline derrière le ranch. Là, le monde s'ouvrit devant eux, le ranch baigné de lumière orangée, champs étendus comme un patchwork, fumée s'échappant des cheminées, bétail paissant au loin. « Je viens ici quand j'oublie pourquoi j'ai commencé tout cela », murmura-t-il. « Mais maintenant je n'oublie jamais. »« Je ne veux pas d'une épouse parfaite, » dit-il. « Je veux quelqu'un comme toi, qui pense aux autres, qui finit sa journée avec un but. Je te veux. » Le soleil se coucha derrière les collines, mais dans ce moment, Edith ne ressentit que la lumière. 1 an plus tard, le ranch n'était plus connu que pour ses bétails. À côté de la grange, sous un auvent orné de fleurs sauvages, se tenait une petite auberge en bois, pot de fer et cœur peint. Les habitants venaient non pour acheter du bétail, mais pour goûter la nourriture préparée par Edith, devenue le symbole d'un amour fort et doux à la fois. Chaque soir, Coulter aidait à la vaisselle, parfois déposait discrètement une herbe derrière son oreille. Et Edith souriait, plus heureuse que jamais. Elle écrivait des lettres, partageant son secret, l'amour ne se trouve pas, il se devient. En donnant, en cuisinant, en riant, en espérant, on attire quelqu'un de digne. Choisis-toi d'abord, et si tu es chanceuse, quelqu'un de vrai te choisira aussi. Au cœur de l'Ouest sauvage, l'histoire d'Edith et Coulter rappelle que l'amour véritable ne suit ni règles, ni apparence, mais naît de courage, de bonté et de patience. Les saisons continuèrent de tourner, chacune apportant ses propres défis et ses joies au ranch Grady. L'automne recouvrit les collines de feuilles d'or et de cuivre, et le vent sec fit danser les herbes hautes. Edith et Coulter travaillaient côte à côte, mais ils trouvaient aussi des instants pour eux, assis sur le perron au crépuscule, observant les vaches paître et écoutant les rires des ouvriers.
La complicité silencieuse qui les unissait avait grandi en profondeur. Un matin, alors que la brume se levait encore du sol humide, Edith trouva un petit paquet sur son bureau dans la cuisine. À l'intérieur, une série de graines de fleurs sauvages et un mot griffonné, pour continuer à faire pousser la beauté autour de toi. Son cœur se gonfla de chaleur. Ses gestes simples, ses attentions discrètes, étaient devenus leur langage secret. Les habitants des fermes voisines commencèrent à fréquenter régulièrement le ranch, non seulement pour le bétail ou la nourriture, mais pour ressentir l'ambiance qu'Edith et Coulter avaient créée. On venait y chercher des conseils, partager des histoires, ou simplement profiter de la sensation de sécurité et de chaleur humaine qui émanait de chaque recoin. La petite auberge qu'Edith avait bâtie devint un lieu de rassemblement, un symbole de communauté et de gentillesse. Mais la vie à l'ouest sauvage n'était jamais totalement tranquille. Un soir d'hiver, une tempête de neige imprévue isolait le ranch. Le vent hurlait, les toits craquaient sous le poids de la neige et les mains se précipitaient pour protéger les animaux et les bâtiments. Edith, bien que fatiguée, prit la tête des opérations, coordonnant les secours aux animaux et distribuant des couvertures aux ouvriers. Coulter était à ses côtés, portant seaux, réparant des clôtures et réchauffant ceux qui tombaient d'épuisement. Dans ces moments de chaos, leur complicité se transformait en force silencieuse, et chacun comprenait que l'amour n'était pas seulement doux et poétique, mais aussi robuste et protecteur. Au printemps suivant, la neige avait disparu et la vie reprenait son cours, mais le ranch avait changé pour toujours. Les rires s'entremêlaient aux chants d'oiseaux, et les histoires d'Edith et Coulter circulaient de ferme en ferme, inspirant ceux qui les entendaient à croire que la gentillesse et le courage pouvaient transformer un lieu et des vies. Chaque jour, Edith continuait de préparer les repas avec soin, mais maintenant elle le faisait avec un sentiment d'accomplissement et de reconnaissance. Elle avait trouvé sa place, et surtout, elle était aimée pour ce qu'elle était vraiment. Coulter, quant à lui, n'oubliait jamais de montrer son respect et sa gratitude. Il n'y avait plus de fierté mal placée, plus de doute. Chaque geste, chaque regard, chaque sourire échangé entre eux témoignait d'un lien forgé dans l'adversité et nourri par la confiance et la tendresse. Ensemble, ils avaient transformé le ranch Grady en un foyer, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui franchissaient ses portes. Et tandis que le soleil se couchait sur les collines, peignant le ciel de nuances de rose et d'orange, Edith posait sa main sur celle de Coulter, et un simple regard suffisait pour raconter toute leur histoire. Celle d'une femme qui avait su persévérer, et d'un homme qui avait enfin appris à choisir le cœur plutôt que l'orgueil. Les années passèrent, et le ranch Grady prospéra comme jamais auparavant. Les saisons défilaient, apportant leur lot de récoltes, de naissances animales et de tempêtes soudaines. Mais à chaque épreuve, Edith et Coulter restaient soudés, leurs liens se renforçant avec chaque journée de travail, chaque nuit de veillée à réparer les clôtures ou à soigner les animaux malades. Les voisins commencèrent à raconter des histoires sur le ranch et sur le couple qui l'animait. On parlait de la jeune femme qui pouvait calmer une vache agitée d'un simple mot, ou de l'homme capable de réparer une roue brisée même sous la neige et le vent glacial. Mais plus que leurs compétences, c'était la bienveillance d'Edith et la loyauté de Coulter qui captivaient ceux qui passaient les portes du ranch. Les rires et la chaleur humaine attiraient des visiteurs venus de 10, 20 km à la ronde, cherchant un repas chaud, un mot gentil ou un conseil sage. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait derrière les collines et baignait le ranch dans une lumière dorée, Edith se tint au perron, observant les ouvriers et les visiteurs. Coulter la rejoignit, portant une petite botte de fleurs sauvages qu'il avait ramassée sur la colline. « Pour toi », dit-il en souriant. Edith prit les fleurs, ses yeux brillants de reconnaissance. Elle savait que tous ces moments, aussi simples fussent-ils, étaient les pierres angulaires de leur bonheur. L'auberge qu'Edith avait fondée devint un véritable centre de la communauté. Les tables en bois accueillaient des familles entières, des enfants curieux posaient 1000 questions sur la ferme, et les anciens du coin racontaient leurs souvenirs en buvant du cidre chaud. Edith continuait de cuisiner avec soin, mais elle partageait aussi ses connaissances, ses recettes et ses histoires, transmettant un peu de son cœur à chacun. Coulter, toujours présent, aidait à la cuisine, portait les seaux, réparait les clôtures et veillait à ce que personne ne manque de rien. Ensemble, ils formaient un duo respecté et aimé de tous. Mais la vie à l'ouest sauvage n'était jamais totalement prévisible. Un hiver particulièrement rude fit tomber la neige plus tôt que d'habitude, coupant l'accès au ranch et isolant la communauté. Les animaux avaient besoin de nourriture, les ouvriers de chaleur et les voisins de soutien. Edith et Coulter ne fléchirent pas. Chaque matin, Edith préparait de la nourriture pour les travailleurs et les animaux, tandis que Coulter se chargeait de sécuriser les bâtiments et d'aider ceux qui avaient besoin d'assistance.
Leur courage et leur ténacité inspirèrent tous ceux autour d'eux. Même dans la tempête, la vie continuait grâce à leur détermination. Avec le temps, le nom d'Edith et Coulter se transforma en légende locale. On racontait comment une jeune femme, humble mais déterminée, avait su transformer le ranch en un foyer de bonté et de solidarité, et comment un homme autrefois fier et distant avait appris que le véritable amour se trouvait dans le respect, l'admiration et le soutien mutuel. Les histoires de leurs gestes simples, mais pleins de cœur, se répandirent de ferme en ferme, inspirant les générations suivantes à choisir la gentillesse, la persévérance et l'amour authentique. Et chaque soir, alors que le ciel se teintait de nuances d'orange et de violet et que les étoiles commençaient à briller au-dessus des collines, Edith et Coulter se retrouvaient au perron. Ils ne parlaient pas toujours. Il suffisait d'un regard, d'une main serrée dans l'autre, pour raconter tout ce qu'ils avaient vécu, toutes les épreuves surmontées, toutes les victoires silencieuses. Le ranch Grady n'était plus seulement un lieu de travail ou de vie. Il était le témoignage vivant que l'amour, la patience et la bonté pouvaient triompher de tout, même dans l'Ouest sauvage.